Le fait de regarder Mademoiselle Butler sur la scène après avoir causé avec elle, après l'avoir vue me sourire, avoir senti ses lèvres sur mes mains, c'était une expérience étrange. Plus excitante que ce que j'avais connu jusque-là, mais qui, d'un autre côté, avait aussi perdu une partie de son charme. Sa voix somptueuse, son élégance, sa crânerie. J'avais l'impression d'avoir été rendu en quelque sorte complice de tout cela. Et je rougissais de satisfaction lorsque la foule l'acclamait ou la rappelait pour un bis. Elle ne me lança plus de roses. Les fleurs allaient, comme avant, aux jolies filles à l'orchestre. Je savais pourtant qu'elle me voyait dans mon avant-scène. Il m'arrivait de sentir ses regards se fixer sur moi pendant qu'elle chantait, et lorsqu'elle quittait la scène, son grand coup de chapeau à la ronde s'accompagnait toujours d'un hochement de tête, d'un clin d'œil, de l'ombre d'un sourire destiné à moi seul. J'avais conscience d'être privilégiée. J'en étais fière, mais je n'étais pas satisfaite pour autant. Elle s'était montrée à moi sans phare et sans parade. Du coup, je souffrais de l'écouter chanter comme si de rien n'était, de la posséder aussi peu que la foule des spectateurs anonymes. Je brûlais d'envie de la voir, seule à seule. Mais en même temps, j'en avais peur. Elle m'avait invité sans fixer de jour, et à l'époque, j'étais d'une timidité maladive. Tout en retournant aussi souvent que possible au palace, à ma place dans l'avant-scène, pour voir et applaudir son tour de chant, je laissais donc écouler toute une longue semaine avant de m'aventurer à nouveau dans les coulisses, pâle, intimidée, transpirant d'angoisse, pour frapper à sa porte. Lorsqu'enfin je franchis le pas, elle me reçut cependant avec tant de gentillesse, en me grondant bien franchement de m'être si longtemps fait attendre, et nous causâmes ensemble de notre vie, elle au théâtre, moi à Whitstable entre les huîtres et ma famille, avec un naturel qui leva tous mes scrupules. Force m'était de croire qu'elle avait réellement de l'affection pour moi. J'y retournai donc une fois de plus, encore et encore. Pendant tout un mois, à part mes visites chez elle au palace, je n'allais nulle part et ne parlais à personne. Ma mère commençait à regarder mes façons d'un mauvais œil, mais lorsque je lui racontais en rentrant comment mademoiselle Butler me recevait en amie dans sa loge d'artiste après le spectacle, elle s'en laissait imposer. Je travaillais comme 4 à la cuisine, levant les filets, épluchant les pommes de terre, hachant le persil, plongeant les crabes et les homards dans leur bain d'eau bouillante, à une cadence qui me laissait à peine assez de souffle pour couvrir d'une chanson les cris qu'ils poussaient en expirant. Désormais, ma journée de travail se terminait invariablement par une course contre la montre pour me changer, manger un morceau et ne pas manquer le train de Canterbury où ma soirée était régulièrement couronnée d'une visite dans la loge de Kitty Butler. À la fin, je passais plus de temps dans les coulisses que dans la salle. Je la voyais, elle, moins souvent avec son maquillage que sans ses vêtements d'homme, sans son personnage. En effet, plus nous devenions amies, et plus elle se laissait aller, plus elle se confiait à moi. Bientôt, j'eus donc le plaisir d'entendre à tout bout de champ des « Eh bien, Nan ?» des « Mon Dieu, Nan ?» et de plus en plus souvent des
Sois un amour, Nan, et passe-moi mes bas. Sa pudeur ne lui permettait toujours pas de se déshabiller devant moi, mais un jour, je découvris en entrant dans sa loge un petit paravent fraîchement installé. Elle n'eut dès lors qu'à passer derrière cet écran où, sans interrompre notre conversation, elle me remettait les articles de son costume masculin au fur et à mesure qu'elle les enlevait et se faisait apporter les vêtements de femme qu'elle avait quittés avant le spectacle. J'adorais faire auprès d'elle la femme de chambre. Mes doigts tremblaient en brossant et en pliant son costume dont je serrais en cachette les belles matières contre ma joue. Le lin empecé de la chemise, la soie du gilet et des chaussettes, le drap du veston et du pantalon. Tout arrivait entre mes mains imprégné de la chaleur de Kitty, de l'odeur exquise qui n'appartenait qu'à elle. Le moindre bout de tissu était chargé d'une force insolite dont je croyais percevoir les vibrations et le rayonnement. Les jupes et jupons étaient froids, ce qui ne m'empêchait pas de rougir en les manipulant, en pensant bon gré mal gré aux endroits tendres, secrets, chauds et moites que, bientôt, à même sa peau, ils allaient enserrer ou effleurer. Lorsqu'elle émergeait de derrière le paravent, habillée en femme, petite, mince, bien faite, mes sensations étaient chaque fois les mêmes. J'aurais voulu la toucher, l'enlacer, la caresser. J'en avais une si folle envie qu'il fallait me détourner et croiser les bras, de peur qu'ils ne l'étreignent de leurs propres mouvements. Avec le temps, j'ai acquis une telle habileté à l'aider avec ses costumes qu'elle me proposa de venir la voir avant le spectacle, comme une vraie habilleuse. Elle en parla en passant, avec une feinte nonchalance, comme si elle craignait à moitié un refus. Elle ne pouvait pas savoir comme je trouvais mornes toutes les heures que j'avais à passer loin d'elle. Peu après, je renonçai à faire le détour par la salle. Je me rendais tous les soirs directement dans les coulisses, une demi-heure à l'avance, pour l'aider à revêtir à nouveau la chemise à plastron, le gilet et le pantalon dont je l'avais débarrassé la veille, tenir la boîte à poudre pendant qu'elle effaçait ce tache de rousseur, humidifier les brosses qui lui servaient à lisser ses cheveux courts, bouclés, et fixer la rose au revers de son veston. La première fois que je m'acquittais de mes nouvelles fonctions, je l'accompagnais jusqu'au bord du plateau et assistais dans la coulisse à son tour de chant. Fasciné par le spectacle des gaziers qui se baladaient dans les cintres comme des équilibristes, je ne vis rien de la salle ni de la scène, si ce n'est un petit carré de planches poussiéreuses avec, en face, le jeune garçon préposé au lever et à la chute du rideau. Kitty avait eu le trac que connaissent tous ceux qui se produisent en public. J'en avais subi moi aussi la contagion. Lorsqu'elle fit sa sortie après le dernier appel, poursuivie par un tonnerre de bravos, de hurrahs et de trépignements, elle était cependant triomphante, le teint animé par le plaisir. Elle ne me plaisait pas à ces moments-là. Elle s'accrocha à mon bras, mais elle ne semblait pas me voir. Elle était comme droguée, comme une femme tout à l'ivresse d'une étreinte.
je me sentais ridicule à son côté. Moi, tranquille et raisonnable et tellement jalouse de la foule avec qui elle venait de faire l'amour. Je préférais dès lors rester seule pendant les 20 minutes que durait son numéro, à l'écart, dans la loge de Kitty. J'écoutais le rythme de ses chansons à travers les murs et le plafond, plus contente d'assister à distance à l'enthousiasme de la salle. Je lui faisais du thé. Elle aimait mijoter avec du lait condensé, épais comme du sirop et noir comme du broc de noix. En suivant la musique et ses changements de tempo, je savais exactement quand allumer le réchaud pour qu'elle trouve le breuvage prêt en descendant. Pendant que le thé bouillait à petit feu, j'époussetais la tablette à maquillage, je vidais les cendriers, essuyais la glace et mettais de l'ordre dans la vieille boîte à cigares où elle gardait ce crayon noir et rouge. C'était des actes d'amour que ces humbles petits soins. Et j'y prenais plaisir. Un plaisir solitaire, un peu louche, qui me laissait toute chaude et toute chose, presque honteuse. Pendant que Kitty se livrait à l'admiration de la foule, je tournicotais dans la loge en contemplant et en caressant les petits objets qui lui appartenaient, ou plutôt en les caressant presque, d'un geste qui s'arrêtait à 2 centimètres, comme à la limite d'une aura. J'adorais tout ce qui était ou avait été à elle, ses jupons et ses parfums, et les clips garnis de perles qu'elle portait aux oreilles, mais aussi les cheveux tombés que je trouvais dans ses peignes, les cils qui collaient à ses crayons noirs, l'empreinte de ses lèvres et de ses doigts sur les mégots du cendrier. Pour moi, le monde n'était plus le même depuis que Kitty Butler y avait fait son entrée. Ce n'était plus le monde banal de tout le monde, mais un espace magique, plein de poches d'électricité qui résonnaient de la musique et resplendissaient de l'éclat de ma nouvelle amie.